qui vous donne un panorama vraiment très bien, très riche sur les différents courants, encore une fois, le temps et les cultures. Et moi, comme bibliographie, finalement, je vous conseillerais, dans la mesure du possible, puisqu'on n'est pas très loin de Paris, d'aller au Louvre, en tout cas pour la séance d'aujourd'hui. Retournez au Louvre, puisque là, vous avez la Grèce antique, vous avez Rome, dont on va parler, vous avez aussi le Moyen-Âge, la Renaissance, et puis le XVIIe, le XVIIIe siècle. Je conseillerais aussi le musée des monuments français, avec les moulages, qui est d'une richesse extraordinaire et qui est à la Cité de l'Architecture, au Palais du Trocadéro. Ça, ce sera pour le Moyen-Âge. Et pour la Renaissance, je pense au musée Jacques Marandré, qui a collectionné des pièces importantes. Bien sûr, si on veut avoir vraiment un ensemble, le musée du Louvre, c'est ce qu'il y a de mieux. Et pour le Moyen-Âge encore, pour terminer, le musée de Cluny. En gros, c'est pas très loin de nous et c'est un peu tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, approcher la sculpture. J'ai commencé par la définition, c'est caractérisé par ces trois dimensions. Et c'est important, et en réalité, c'est ce volume qui est dans l'espace, et donc qui vit dans l'espace, et à cause de l'espace, c'est-à-dire, c'est bien différent d'une peinture où vous avez simplement deux dimensions. Et ça va engendrer évidemment une autre approche. Alors, pour la sculpture, vous avez plusieurs techniques. Je vais juste en évoquer deux. Alors, il y a le bas-relief. Est-ce que vous voyez à peu près le bas-relief? Oui. Alors, je remets juste la définition pour qu'on les ait les yeux. Donc, en fait, le bas-relief, c'est une technique de la sculpture où le sujet en bas-relief sort à peine du fond, du support, alors que le haut-relief, vous avez une forme qui va sortir davantage du support, comme si elle allait s'en échapper. Donc, vous avez cette technique-là, et la deuxième technique, c'est la ronde bosse. Et la ronde bosse, c'est effectivement cette forme qui est autonome dans l'espace et autour de laquelle on est censé tourner. Alors, il y a certaines sculptures, vous verrez, elles sont composées comme des tableaux, c'est-à-dire on ne doit les voir que de face. Alors qu'il y en a d'autres où, par un jeu de forme, vous serez entraîné à tourner autour et donc à capter de nouvelles informations. On verra aujourd'hui, surtout des rondes bosses, un ou deux bas-reliefs. Donc on commence avec la Grèce. Pourquoi la Grèce? Eh bien parce que dans la tradition de l'art occidental, tout part de la Grèce. Donc d'emblée, on ne va pas parler des autres cultures. On ne va pas parler de l'Égypte, on ne va pas parler de l'Afrique ou de l'Inde. On va rester dans la Grèce et essayer de voir à travers le temps ce qu'elle nous a légué, ce qu'elle nous a donné en termes de valeur et puis de connaissance des formes. Alors, avec la première œuvre connue, qui est une œuvre qui est une idole cycladique. Donc la voici. Donc quand on voit cette forme, c'est un polyèdre en quelque sorte, avec une arête au milieu du nez, et enfin au milieu du visage, qui dit le nez, et donc on est face à un visage. Alors souvent, aujourd'hui, a posteriori, on fait des comparaisons en disant « Ah, ils étaient déjà très abstraits ». En tout cas, à l'époque, on sait très peu de choses sur ces divinités, sur le rôle de ces sculptures. Elle est taillée dans du marbre, donc c'est une taille directe.
et ça représente un visage. Alors, vous avez le corps entier qui, vous voyez, est là aussi extrêmement schématique. C'est-à-dire qu'on reconnaît bien un corps humain, mais enfin, c'est comme si c'était un bloc qui était gravé, pratiquement. Alors, à quoi il servait? Bon, on imagine des rites de fertilité, peut-être. Enfin, ça avait des vertus magiques. En tout cas, ça part du référent du corps humain. Dès le départ, il semblerait que la Grèce s'attache à représenter la réalité, et en tout cas la réalité qui est le corps humain. Alors, un peu plus tard, après la période cycladique, qui sont vraiment les premières œuvres connues dans la Grèce antique, on arrive au 5e siècle avec la période dite archaïque, et vous avez des exemples de kouros. Alors déjà, le kouros, là encore, on ne sait pas très bien à quoi ils étaient destinés. En tout cas, on les a trouvés sur des tombes. Donc, et en général, ils étaient offerts à des dieux. Voilà, c'est tout ce qu'on peut savoir. Alors, vous voyez, là, ils sont quand même à cette période-là, dans le temps, un petit peu plus décrit. Le corps est un petit peu plus naturaliste par rapport à la vision précédente des Cyclades, mais c'est encore très raide. Disons que les bras, en général, sont collés au corps. Ils ont un sourire, on dira le sourire qu'on appelle le sourire hiératique, assez figé, et donc on a un côté un peu plus naturaliste, mais ça va progresser dans le temps. Donc, vous avez plusieurs exemples de différents kouros qui ont été trouvés. Et alors, en pendant, vous avez des femmes qu'on appelle les chorées. Et vous voyez, elles aussi ont cette même raideur. Elles ont été trouvées sur des tombes et en général, elles étaient adressées à des déesses. Voilà, c'est tout ce qu'on peut savoir. Mais en tout cas, au niveau du monde des formes, on s'aperçoit que quand même on arrive vers une meilleure définition de l'être humain quand on avance dans le temps. Et vous avez ce corps couvert avec un drapé. Le drapé qui va être un motif qui va être une constance de l'esthétique grecque jusqu'à aujourd'hui. Alors, on avance encore dans le temps et on va voir comment, dans la description du corps humain, on progresse, les artistes ont progressé. Et vous avez la vision du discobole, qui est une copie romaine. Alors à ce sujet-là, finalement, ces modèles d'œuvres grecques, très peu sont restés. Donc, elles ont été détruites. Mais par contre, elles ont été beaucoup copiées, reproduites, et les Romains, qui ont été de grands admirateurs de la culture grecque, ont reproduit ces œuvres. Donc c'est à travers les œuvres qui ont été faites durant la période romaine et dans la culture romaine que l'on peut retrouver ces formes grecques qui ont été inventées à l'époque, donc vers 120 après Jésus-Christ. Oui, mais la forme date de bien avant. Alors, le discobole, bien sûr, c'est lié aux Jeux Olympiques. Et c'est une sculpture là qui est taillée en marbre et qui montre un athlète. Là, d'emblée, il est beaucoup plus réaliste. Hein. On le voit en plus beaucoup moins hiératique, beaucoup plus dans un mouvement. Par ailleurs, on comprend tout à fait ce qu'il fait. Il est en train de tenir le disque qu'il va lancer. Donc, on est vraiment pratiquement dans une sculpture qu'on pourrait pratiquement croire celle d'aujourd'hui. Néanmoins, le corps est, chez les Grecs, toujours, dès
désiré, idéal, fantasmé, idéal. Il faut que les proportions soient toujours parfaites et absolues et pas forcément en rapport avec la réalité. Elles sont souvent magnifiées. Et là, effectivement, on a vraiment l'impression d'une très belle présence. Donc, c'est l'œuvre de Miron, à la base, ce discobole, qui va être réalisé 450 avant Jésus-Christ. Voilà. Un autre grand sculpteur de la période classique grecque sera Phidias. Alors Phidias, c'est celui qui a fait la frise de 120 mètres des bas-reliefs qui décorent le Parthénon. Et il a aussi fait la déesse Athéna. Donc, la déesse Athéna, c'était la déesse de la guerre, mais aussi la déesse des arts, de l'archéologie. Et donc, à l'époque, elle était faite à partir d'une structure en bois sur lequel on avait plaqué de l'ivoire. L'ivoire étant plutôt comme la couleur de la chair, et il y avait des feuilles d'or. Donc ici, on a, mais elle n'est plus présente, donc on a une copie qui va être faite après, qui est conservée à Athènes, et qui représente la déesse Athéna. Donc là, on a une représentation non pas d'un être humain, mais enfin d'une déesse, mais qui prend les formes d'un être humain. Comme on a vu, un sportif qui n'est pas un dieu, mais un être humain. Donc il faut voir ça dans la sculpture, où on va osciller à travers une même forme vers des interprétations qui sont différentes. Soit on est face à un dieu, mais c'est toujours une forme d'être humain, soit on est face à un être humain qui n'est pas un dieu. Athéna, on a comparé à la ronde-bosse un bas-relief. On fait les différentes techniques. Bon. Et le troisième grand sculpteur, on a vu donc le discobole avec Miron, on vient de voir Phidias avec Athéna, de la période classique, c'est le fameux Polyclète, avec le Doryphore. Rien à voir avec les pommes de terre. Donc c'est un marbre romain, voilà, qui se trouve au musée archéologique de Naples, puisque l'original en bronze n'a pas été retrouvé. Donc une sculpture qui va représenter le Doryphore, qui veut dire le porte-lance. En fait, dans la main gauche, il devrait avoir la lance, qui n'est pas présente. Donc elle aurait été sculptée à l'origine vers 440 avant Jésus-Christ. Polyclète est le créateur du canon grec idéal. Si vous voulez, à la période archaïque avec les Kouros et Chorés, vous aviez déjà des lois de représentation, mais là avec Polyclète, vous avez le canon, c'est-à-dire que pour représenter un être humain ou un dieu, en tout cas un corps humain, puisqu'en fait c'est toujours le corps qui est la référence, et il faut que dans la totalité de la figure représentée, vous ayez 7 fois la tête. Alors, par ailleurs, si la tête entre 7 fois dans le corps, elle doit aussi être 2 fois entre les genoux. Alors, ça ne se voit pas très bien, mais enfin, comme il a une pose avec les jambes écartées, c'était le canon de Polyclète. Et 2 fois la largeur des épaules. Et 2 fois la hauteur du torse. Donc il y avait des lois très très précises pour représenter le corps. Ça devenait une véritable géométrie de l'idéal. Ça donne l'illusion d'un corps comme on pourrait en rencontrer dans la réalité, mais pas du tout. Donc ça c'est une chose. Et
on ne bougera plus de ce fameux canon de Polyclète comme une référence. Voilà. Donc la sculpture, elle est plutôt bidimensionnelle. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de la ronde bosse, je vous ai dit on peut tourner autour. Et bien celle-ci, en fait, elle est faite pour être vue de face. Vous voyez, et elle est placée devant un mur, donc vous ne tournez pas autour. Elle est un peu, vous l'appréhendez un petit peu dans horizontalité et verticalité. Vous voyez ? Donc l'aspect tridimensionnel n'est pas si présent. Alors on a vu les hommes, maintenant les femmes, et on va passer à l'Aphrodite dite de Cnide, qui va montrer, c'est la première sculpture qui montrerait une femme, un nu féminin, idéal. Alors il y en a plusieurs versions, mais celle-ci, qui serait attribuée à Praxitèle, serait parmi une des plus belles. Et donc, vous avez vu les chorées avec le corps hiératique à la période archaïque, elles sont habillées avec leurs vêtements, c'est le drapé, et là, c'est le premier nu et elle tient son vêtement. Il y a une sensualité évidemment dans le corps qui peut s'apprécier, et il y a une délicatesse dans les traits, une nonchalance dans la pose et un côté un peu quasi instantané, peut-être beaucoup plus naturel. Donc on a beaucoup avancé dans le temps. Et petit à petit, on va quitter. Donc là, on a vu, si vous voulez, à travers Praxitèle et le précédent Polyclète, ce qui était la Grèce classique, comme le terreau, il a vraiment la référence esthétique pour nous, qui a vécu jusqu'au XIXe siècle et encore même aujourd'hui. On a la vision de la beauté, pour nous, c'est ce corps grec. Va suivre la période, à la période classique, la période hellénistique. Et la période hellénistique, on a deux exemples qui sont, on a de la chance, au Louvre, et donc j'ai pris le plus possible des œuvres que l'on peut voir pas trop loin de nous. Et la prochaine œuvre, ce sera la Vénus de Milo. Alors la Vénus de Milo, elle va introduire l'idée de la ronde bosse, c'est-à-dire que vous avez le canon de Polyclète, plus ou moins des lois de proportion, de représentation, mais à la fois elle a une sorte de déhanché qui incite à tourner autour de la figure, et par ailleurs la manière dont est positionné son drapé qui tombe à peine lui donne aussi une vérité très humaine. Et puis vous avez ce visage imperturbable. Elle a été trouvée dans l'île de Milos et elle reste un des chefs-d'œuvre de la période hellénistique pour nous. Alors, c'était Aphrodite, donc Vénus chez les Romains, donc la déesse de l'amour et de la beauté. Aphrodite est aussi la déesse de la fertilité, bien sûr. Et nous avons, à côté de la déesse, cette pièce maîtresse du Louvre, qui est la victoire de Samothrace. Alors, j'ai mis deux photographies finalement pour accentuer cette idée de la ronde bosse et du fait qu'une sculpture vraiment nécessite de tourner autour. En tout cas, celle-ci, on retrouve tout ce qui
du passé a été transmis, c'est-à-dire pour célébrer la victoire de Samothrace, on va représenter la déesse Niké. Et d'ailleurs, à ce propos, Niké est une déesse qu'une marque de sport a repris pour triompher, la déesse de la victoire, qui est Nike. Voilà, Nike, ça vient de... Alors, avec le signe, vous savez, Nike, l'aile, finalement. Comme quoi, l'Antiquité nous poursuit ou nous y retourner sans cesse. Enfin, voilà, petit clin d'œil. En tout cas, voilà, vous avez une déesse qui célèbre une victoire et donc qui est représentée sur un bateau. Alors, elle a été retrouvée en 1000 morceaux au XIXe siècle. Elle a été reconstruite au Louvre. D'ailleurs, au passage, ces œuvres-là n'étaient pas construites en un seul bloc, taillées en un seul bloc. Elles étaient taillées par morceaux et puis ensuite ces morceaux étaient assemblés à l'aide de boujons en métaux. Et on a retrouvé au XXe siècle une main. Donc au Louvre, quand vous entrez dans la galerie et vous la voyez de loin, vous avez la figure qui est sur ce bateau, et puis dans une petite vitrine à côté, vous avez une des mains qui a été retrouvée. Voilà. Alors, au niveau des dimensions, elle fait 2,40 m de haut et en largeur, avec les ailes, 2,75 m. Et c'était des gros... C'est quasi de l'architecture, hein, pour arriver à faire tenir tout ça, c'était vraiment un métier. Alors, évidemment, on ne connaît pas toujours les artistes artisans qui ont réalisé ces œuvres. Voilà. Elle est faite en marbre de Paros et donc elle reste par sa draperie très exubérante, avec le plissé collé mouillé en fait sur le corps. Là aussi, un canon et un critère esthétique qui continue de survivre jusqu'à aujourd'hui. Alors pour Rome, si vous voulez, comme on a vu la sculpture grecque à travers des pièces qui ont été représentées à Rome, je vous montrerai simplement deux clichés pour insister sur ce que Rome a finalement introduit. Eh bien, vous avez le buste de Marc Aurèle, donc en fait les empereurs romains qui se font représenter, mais vous voyez la Marc Aurèle qui est sculptée en marbre avec son vêtement, se représente en grec. Donc, finalement, les Romains vraiment copie-collent la culture. Mais inventent, toujours dans cette idée de propagande du pouvoir dans la société romaine, la statue équestre, et on retrouve Marc Aurèle, voilà, sur un bronze, une sculpture en bronze immense, qui, là encore, est représentée en empereur grec. Alors, cette sculpture équestre avait été placée à Rome sur la place du Capitole. Et maintenant, l'original est dans les salles du Capitole, parce que le problème de la sculpture, c'est que c'est quand même assez fragile, que ce soit en bronze ou que ce soit surtout en pierre, où elles sont parfois sujettes à du vandalisme et même aux intempéries. Donc, en général, de plus en plus, la sculpture reste dans les musées et puis on met une copie à l'extérieur. Voilà. Donc vous avez, il y a quelque chose d'extrêmement grandiloquent, dans les proportions un peu disproportionnées. Tout ça est là pour impressionner et pour donner l'idée du pouvoir, et aussi le fait que l'animal soit sur ses trois pattes, l'idée du mouvement. Entre guillemets, invention ou but recherché dans la représentation par les Romains, c'est la vérité psychologique. Et j'ai pris un portrait de Néron
Alors Néron qui va tuer sa mère Agrippine, plus les premiers chrétiens, enfin qui est parmi le pire. Et comme clin d'œil, après Nike, je voulais Peter Ustinov qui va finalement beaucoup à travers Hollywood s'inspirer, puisque le cinéma d'Hollywood va vraiment s'inspirer des sculptures grecques pour mettre en scène une époque, une période. Voilà. Donc il choisit de se faire représenter comme un grec et comme un dieu. D'ailleurs, il avait une fascination pour Zeus et les arts et la poésie. Contrairement à Marc Aurèle, qui était en plus d'un grand empereur, un philosophe qui a laissé de nombreux écrits. Alors, sans transition, enfin, on passe au Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge, eh bien, j'ai pris peu d'exemples. J'ai pris exemple dans l'art roman et dans l'art gothique. Et on va continuer à suivre l'évolution du corps, de la vision du corps et de la représentation du corps. On a souvent pensé que l'art chrétien faisait vraiment une sorte de coupure avec l'art grec, en réalité pas du tout l'art romain. Il y a des reprises de motifs et de formes qui existaient, mais qui vont être réutilisées pour faire passer le message ou la parole, on va dire la parole chrétienne. Et en art roman, alors bien sûr, vous avez les cathédrales avec les chapiteaux et les tympans. Et j'ai pris la cathédrale Saint-Lazare d'Autun, puisque à Autun, vous avez un des sculpteurs, Gilbert, qui on pense que c'est lui, que c'est le même auteur, puisque c'est signé, mais on sait assez peu de choses sur cet artiste qui va représenter dans le tympan de cette cathédrale d'Autun, qui est romane et aussi gothique, puisqu'il y a des contreforts, qui va représenter ici le jugement dernier, mais de manière, et là c'est le suicide de Judas, d'une façon extrêmement expressionniste, avec un petit corps très très fin, les visions d'horreur. C'est, si vous voulez, plus l'univers de la Grèce, mais c'est toujours la représentation du corps, mais on est dans un autre univers. Alors, autre corps roman, fait par Gilbert, Ève. Et vous voyez, donc, elle est entourée de végétaux, un motif décoratif et végétal qui cache, en fait, qui est assez pudique. Et ce détail pour vous montrer aussi la vérité, une sorte d'expression psychologique qui s'introduit. Et rarement dans la sculpture du Moyen-Âge, vous avez une expression psychologique ou expressive, puisque à la base, la sculpture est là, c'est la Bible des pauvres en fait. C'est pour ceux qui ne savent pas lire, et donc de pouvoir avoir accès directement au message biblique. Alors, la période qui suit, l'art gothique, j'ai pris la cathédrale de Reims avec le sourire, vous voyez la cathédrale de Reims, avec le sourire de Reims. Et vous vous souvenez, le premier sourire qu'on a vu, c'était ce sourire hiératique du Kouros, de la Corée. Et donc là, vous avez une douceur extraordinaire. Et on dira d'ailleurs que la cathédrale de Reims est cette cathédrale des anges. Donc c'était des sculptures qui étaient placées comme des colonnes. Et d'ailleurs, durant l'art gothique, vous avez cette invention de la statue-colonne qui cache et exprime, qui cache la partie architecturale pour devenir du sens.
Et pendant la guerre de 14, il y a eu des bombardements, et en particulier à Reims, c'est un miracle que ces sculptures aient été sauvées. Donc, c'est devenu le sourire de Reims, la sculpture emblématique de l'art français qui a résisté à la guerre, et aux destructions qui ont eu lieu durant la Première Guerre mondiale. Donc c'est une œuvre qui est... Et puis, dans l'art gothique, vous avez beaucoup de vierges à l'enfant, bien sûr, de vierges à l'enfant. Et j'ai pris celle-ci d'un artiste suisse, on suppose. Elle date de vers 1510, donc on est presque dans la Renaissance finalement. Et elle est sculptée en bois. Ça ne se voit pas très bien. Et derrière, en réalité, elle était évidée. Donc c'est une sculpture autour de laquelle on ne tourne pas, mais qui est là encore faite pour être vue que par un seul côté. Voilà. Elle est faite en bois de tilleul et elle est au musée du Louvre. Et là encore, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'art chrétien? Eh bien, le corps féminin, mais vous voyez, drapé. Et cette draperie persiste. Alors évidemment, ça la cache, mais il y a aussi une idée tout à fait décorative qui donne une sorte de sensation d'opulence. Et elle présente à la dévotion, en fin de compte, le Christ enfant qui est l'objet de vénération. Et l'oiseau et la grenade, on voit mal, sont les symboles de l'Eucharistie. Alors, dans la sculpture grecque, il y a eu des vierges à l'enfant. Mais évidemment, là, ça se retrouve complètement, la forme même se retrouvera complètement réinterprétée. Et on passe finalement d'emblée dans la Renaissance avec l'enfant Jésus devenu Christ, et je suis désolée, l'image n'a pas apparu, mais vous aurez à l'époque gothique aussi énormément de Christ en croix. Je suis désolée pour ce manque. On arrive ensuite avec, durant la Renaissance italienne, Michel-Ange, avec la fameuse pièce David, qui représente la ville de Florence. Et David va évidemment faire un retour à l'art grec, en passant par l'art romain, mais introduire une idée de gigantisme, sans pourtant supprimer une dimension psychologique au personnage. C'est-à-dire qu'il y a cette double proposition. Et par ailleurs, il reprend la position de la fameuse sculpture qu'on avait vue de Polyclète, le Doryphore, avec une pose qu'on appelle en contrapposto. C'est-à-dire que vous avez une jambe tendue et puis la jambe pliée. Alors ça crée une espèce de léger déhanché qui va être contredit par les épaules qui vont, elles aussi, introduire une oblique et faire les mouvements avec la tête qui regarde dans une autre direction et le mouvement des bras. Et vous voyez, il y a une sorte de distorsion au niveau des proportions, parce que là, on n'est plus dans le canon de Polyclète. Là. Il va reprendre l'idée générale, mais par exemple, les mains sont immenses. Alors tout ça, si vous voulez, est une sorte de réinterprétation, innovation par rapport à quelque chose qui existe, qui préexiste, et qui va faire que l'histoire de l'art ou l'histoire des formes va avancer, c'est-à-dire que l'artiste part d'une forme connue et va ajouter sa sensibilité qui fait écho avec la sensibilité d'une époque. Voilà, chacun apportant sa pierre. Autre œuvre de Michel-Ange qui fait partie des dernières œuvres de Michel-Ange et qui est malheureusement, je
suis désolée, pas visible, mais elle est dans le bouquin qu'on verra, eh bien, je vous les montrerai lors de la discussion qui va clore ma présentation. Donc l'esclave de Michel-Ange, qui est au Louvre et qui avait été commandé par Jules II, donc le pape, qui est la vision d'hommes nus, complètement alanguis, avec des corps magnifiques, qui devaient être au nombre de 7 et entourer ce tombeau du pape. Ça n'a pas été fini et en France on en a 2 qui sont restés, mais je vous les montrerai à la fin. Voilà. On arrive au XVIIe siècle, allègrement, avec le Bernin. Alors donc le Bernin, ça va être la période qui suit le classicisme de la Renaissance, vous voyez, qui était encore assez classique, avec l'extase de Sainte Thérèse d'Avila. Alors la Renaissance va être marquée aussi au niveau religieux par la réforme en 1510, protestante, italienne, donc où on abolit le culte des images. Il va y avoir au XVIIe siècle la contre-réforme dans la religion catholique avec Saint Ignace de Loyola, et vous aurez de grands saints comme Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila qui vont développer un mysticisme. Et avec ce mysticisme, eh bien, vous avez une sorte d'exubérance de la forme et la représentation d'une femme en extase, transpercée par l'esprit divin, avec des formes beaucoup plus mouvementées. En contrepartie, au XVIIe siècle, en France, vous fait vraiment aller d'un point à l'autre. Au XVIIe siècle, en France, vous avez Louis XIV qui va demander à son artiste préféré de le représenter. Donc son artiste préféré, c'est Antoine Hotspur, et qui va représenter Louis XIV en empereur romain avec, vous voyez, la tunique, les jambières. Voilà. Donc là encore, on est dans l'idée de l'empereur romain qui va aller, pour nous en France, jusqu'à Napoléon, qui va se faire sacré empereur. Mais est-ce que ce ne sont pas ces formes que l'art nous a transmises et qui sont présentées au public, puisque cette œuvre a été visible du temps de Louis XIV. Aujourd'hui, elle est présentée dans la cour d'entrée du musée Carnavalet à Paris. Alors au XVIIIe siècle, c'est une période où il va y avoir 2 courants. Il va y avoir l'austérité néoclassique qui va encore réintégrer et réinsuffler un retour à l'antique, mais vous avez une influence beaucoup plus anecdotique et intimiste avec Pigalle. Pigalle qui, en 1784, juste un petit peu avant la Révolution, c'est un peu à mettre en parallèle avec la peinture de Greuze, si certains d'entre vous connaissent, qui a représenté des scènes. Et là, il y a un oiseau, une fillette avec un oiseau et une pomme. Alors ça, c'est des œuvres, vous voyez, ça n'a pas un rôle, c'est pas les grandes œuvres d'apparat, les grandes œuvres de pouvoir, c'est des œuvres qui vont être achetées par des collectionneurs ou qui seront achetées pour des gens de la cour. Elles ne sont pas là pour porter l'histoire. Elles sont, vous avez un public qui commence à se diversifier et d'amateurs. Voilà. Par ailleurs, vous avez à la même époque, à la fin du XVIIIe siècle, Houdon, qui renoue avec la psychologie des portraits romains, Néron, mais là vous avez la figure de Voltaire, voilà, qu'on trouve vraiment avec
son expression est une véracité psychologique extrêmement intense. Il a fait aussi Benjamin Franklin, il a fait tous les grands de ce monde. Alors on est en 1778 et c'était très important tous ces portraits à l'époque, puisque vous vous souvenez que la naissance de la photographie n'intervient qu'en 1822. Oui, c'est ça, vous êtes dans la fourchette, 1839. Donc, voilà. Et, voilà. Donc, la façon de... avant la photographie, eh bien, ce seront souvent les gravures qui vont permettre le dessin, puis la gravure qui vont permettre de diffuser ces formes qui ont souvent été inventées en sculpture. Alors, autre grand sculpteur du XIXe siècle, c'est l'italien Antonio Canova, qui lui aussi fait un retour à l'antique avec Psyché et l'amour, qui est au Louvre, en 1797, après la Révolution. Alors, par rapport à la Grèce, on peut penser effectivement comme à une sorte de retour à, c'est pas la victoire de Samothrace, pardon, mais il y a une sorte d'élan. Et c'était des pièces qui étaient faites pour, là aussi, des collectionneurs privés. Et c'est pas, comme la victoire de Samothrace, un ex-voto. Donc la sculpture a une autre ambition, une autre présence, et on peut tourner là aussi tout autour avec un marbre blanc. Et donc, je le rappelle encore, conservé au Louvre. Et la dernière œuvre sera celle de l'artiste du XIXe siècle qui est Jean-Baptiste Carpeaux et qui sera le maître de Rodin, et c'est pour ça que je présente Jean-Baptiste Carpeaux, et qui va représenter le corps, puisque en fait, du début de l'Antiquité grecque jusqu'au XIXe siècle, notre fil conducteur aura été la représentation